Nous sommes mercredi 25 octobre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition, comme à chaque audience. Je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges au Favara, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Bougma, bonjour à vous également. Oui, bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Pour cette troisième convocation, le tribunal de l'actualité reçoit là-bas le docteur Cyriaque Paré. Il est pionnier de la presse en ligne dans la sous-région avec la création en 2003 du média en ligne le Faso.net. Chercheur en sciences de l'information et de la communication, il est également le président de la Fédération des associations des professionnels de presse et éditeurs en ligne d'Afrique de l'Ouest. Et il est également fondateur de l'Institut supérieur de la communication ISCOM, créé en 2018. Avec lui, à cette audience du tribunal, il sera question de la liberté de presse et d'expression à l'épreuve des réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette troisième convocation avec l'étape des avant-propos. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci. Ce qui retient mon attention, c'est la 13e Assemblée générale du Conseil national du patronat burkinabé. Et il s'agissait du renouvellement des instances. En tout cas, c'est le point le plus attendu. Le président sortant était candidat et il y avait comme challenger Idrissa Nassa qui remporte avec 68% des voix contre 31%. C'est des 119 voix pour Idrissa Nassa et 54% des voix, 54 voix plutôt pour Apollinaire Compaoré. Je pense que c'est pour moi aussi la preuve de la vitalité aussi de ce conseil-là. Il y a beaucoup... Bon, il y a beaucoup de modèles possibles. Il y a des gentlemen agreements qui se font, des petits arrangements, et puis bon, on se passe la main. Mais là, ça a été un vote. Et pour certaines discussions, ça a été vraiment... voilà, il a failli cravacher pour avoir et obtenir donc, ces votes-là. Il fallait convaincre ses pairs. Et pour moi, c'est l'expression de la vitalité de ce conseil-là. Et puis c'est Apollinaire Compaoré quand même qui a déjà fait 5 ans. Et on a vu Idrissa Nassa féliciter déjà tout ce qu'il a pu apporter, notamment à ce conseil lors de sa présidence, et dire qu'il prendra toujours conseil auprès de lui, parce que c'est une expérience aussi, quoi qu'on dise. Et donc c'est félicitations aussi à Idrissa Nassa, le patron de Coris Banque Internationale. Et on espère que pour les 5 années, il apportera aussi cette vitalité-là, et puis bon, impactera pour la façon dont on sait qu'il conduit les choses, évidemment ce conseil-là. C'est un conseil qui représente d'abord les intérêts des patrons. Et donc il s'agit souvent de redynamiser dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre et le contexte économique. Il faut dire qu'il faut être très résilient pour pouvoir continuer dans les différents secteurs, continuer cet entrepreneuriat-là. Ce n'est vraiment pas facile. Et bon, c'est bonne voie, on va dire bonne suite au nouveau président, et espérant qu'il soit vraiment inspiré. Et félicitations à lui. Alors, Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Alors, ce qui retient notre attention, c'est que demain, le premier coup de pédale pour le Tour du Faso va être donné. C'est un événement qui est très attendu dans ce contexte. À vos souhaits. Merci beaucoup. J'espère que c'est nos souhaits aussi. Hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, dans ce contexte très difficile,
compte tenu de la question sécuritaire, en tout cas c'est un tour qui a été redimensionné pour pouvoir garantir la sécurité des coureurs. Donc nous souhaitons beaucoup de courage au comité d'organisation, à tous les cyclistes qui vont être engagés demain. Bon, c'est une compétition, on souhaite qu'à la fin ce soit un étalon, mais comme c'est une compétition, en tout cas bonne chance à tous les coureurs. C'est vrai que le débat c'est la question de financement, mais je pense que c'est aussi un problème qui est réglé par rapport à ce qui avait été donné de voir comme les entreprises françaises. On verra au niveau de la tour ce qui va réellement se passer, parce que bon, apparemment il y a des choses non dites qui sont en train de se révéler. On a vu également que la nationale des jeux a déversé une cagnotte de 100 millions. Parce que ce qui disait qu'il y avait un manque à gagner de 200 millions. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un budget qui sera bouclé pour le bonheur des cyclistes et des fans également de ceux qui aiment les coups de pédale. En tout cas, bonne chance et beaucoup de courage à tout le monde. La liberté de presse et d'expression à l'épreuve des réseaux sociaux, c'est le sujet abordé à cette 3e convocation du tribunal de l'actualité avec le docteur Cyriaque Paré. Première question de généralité, le Faso.net que vous avez créé en 2003 a célébré en fin de semaine dernière ses 20 ans d'existence. Le juge Vaha en avait fait un avant-propos sur ce plateau. Aujourd'hui, comment se porte le Faso.net 20 ans après? En tant qu'acteur du secteur médiatique, il est bien entendu, j'allais dire, assujetti à l'ambiance générale que connaissent le monde des médias aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme difficulté de mouvement pour accéder à l'information, aussi difficulté économique, parce que quand il y a un marasme économique comme on le voit, ça se ressent très rapidement sur tous ceux qui vivent de la communication sur les médias, de la communication, parce que les budgets publicitaires sont souvent les premiers à être supprimés. Donc, comme un média comme le nôtre vit ces réalités-là. Mais d'une façon plus générale, quand on regarde le parcours en 20 ans, on peut dire que le Faso.net se porte plutôt bien, puisqu'il a pu déjà se maintenir, ce qui n'était pas donné d'avance, il a pu se professionnaliser surtout. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine à travailler pour le média, 33 travailleurs permanents et puis d'autres collaborateurs. Nous arrivons à dégager les ressources nécessaires pour payer les charges, les salaires déjà, les charges sociales et puis aussi les charges fiscales. Quand on arrive à assurer ce minimum-là, dans le contexte actuel, on peut dire qu'on se porte plutôt bien. Voilà, c'est l'occasion pour moi de féliciter les travailleurs qui sont dans ces médias, dans cette entreprise et qui se dévouent au quotidien pour le faire vivre. C'est aussi l'occasion de remercier nos partenaires qui nous font confiance, qui font confiance à notre professionnalisme en matière de communication. Alors, monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Oui, c'est aussi le contexte, parce que 2003, il n'y en a pas beaucoup qui regardaient. C'est vrai que les médias classiques avaient des sites internet, mais compte tenu de l'accessibilité, ce n'était pas évident. Donc vous êtes quand même lancé dans l'aventure. C'était aussi le contexte. Quel était le contexte alors? Le contexte, c'était celui... 2003, moi j'étais en ambassade, mais comme je le rappelle souvent, le Faso.net en tant que concept éditorial fait suite à un autre site que nous avions créé en 2000 avec un ami qui s'appelait bookinet.com, qui visait aussi à mettre en valeur l'information produite sur le Burkina Faso, à offrir un cadre, une plateforme où on était sûr d'avoir de l'information vérifiée, traitée professionnellement, à travers notamment l'exploitation des informations qui existaient déjà, qui étaient traitées par les médias que vous avez cités, les médias classiques qui avaient leur version électronique. C'est une occasion aussi pour dire que le Faso.net en tant que tel n'est pas pionnier dans les médias en ligne. S'il a un quelconque rôle pionnier, c'est plutôt celui de la professionnalisation du média en ligne. Et cette professionnalisation s'est faite en 2010 avec la création d'une entreprise aux normes, une société à responsabilité limitée,
pour gérer le média à travers du personnel administratif et bien entendu une rédaction autonome. Parce qu'avant, le site fonctionnait plutôt comme un site amateur. J'étais essentiellement celui qui l'animait à travers de l'agrégation d'informations collectées sur les sites qui existaient déjà avec une petite production interne de moi et puis d'autres collaborateurs qui étaient intéressés par l'aventure. Donc, ce n'était pas nouveau en tant que tel, mais la nouveauté avec le Faso.net, c'est la professionnalisation du média en ligne. C'est ça qui est ce qu'on a apporté comme plus-value dans le traitement de l'information. Puisque depuis 2012, le Faso.net a une rédaction autonome, a adopté un modèle éditorial autonome. Au lieu de l'agrégation, c'est de la production par des journalistes maison qui nous permettent donc d'avoir la main sur ce qui est produit. Bon, si vous voulez le contexte aussi, il faut rappeler qu'en 1998-2000, moi je faisais des études supérieures en sciences de l'information et de la communication, et depuis cette époque, je me suis intéressé à la communication en ligne, aux médias en ligne. Le premier site burkinet.com et ensuite le faso.net m'ont servi un peu de cadre d'expérimentation des théories en matière de médias en ligne et m'ont permis d'avoir des éléments pour nourrir les recherches que je faisais, mon DEA par exemple, même mon DUR, mon DEA et puis ma thèse. En 2000 par exemple, moi je travaillais j'ai fait mon DEA sur les communautés virtuelles. À l'époque, on ne parlait pas encore de réseaux sociaux. C'était plutôt les communautés virtuelles qui ont donné naissance par la suite aux réseaux sociaux. Mais la problématique n'a pas fondamentalement changé parce que c'est celle de la communication médiatisée par ordinateur. Si vous vous reportez par exemple à l'étude que j'ai faite, on fait appel aux théories développées par Erving Goffman ou Howard Gold avec les communautés virtuelles. Les problématiques qui sont développées dedans sont les mêmes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc le contexte, c'est un peu les recherches sur les médias en ligne, sur la communication en ligne, et c'est aussi le contexte d'une meilleure visibilité de l'information produite par le Burkina, par les médias burkinabés. Et c'est un besoin qu'on ressent plus fortement quand on est à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, on s'intéresse moins, mais quand on est à l'extérieur, qu'on est interpellé par les gens que vous croisez, qui veulent savoir ce qui se passe chez vous, c'est bien d'avoir un site dont on est sûr du contenu, dont on peut donner l'adresse pour leur permettre de s'informer, j'allais dire, avec l'information traitée professionnellement. Voilà un peu tout ce qui explique, tout ce qui dresse le contexte de la création du Faso.net. D'accord, alors je vais à la question de généralité ou de fond. Oui, généralité, toujours sur le Faso.net. Quand on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est quand même assez édifiant. 46 000 visiteurs par jour, plus de 30 000 abonnés. On parle de 500 contributions d'internautes par jour. Il y a beaucoup qui sont venus et qui sont partis. C'est un peu comme... voilà. Voilà. Mais comment le Faso.net a pu tenir? Quelle a été la recette? La recette, c'est peut-être... le fait que moi je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication, comme vous l'avez dit, ma spécialité, mes sujets de recherche, ce sont les médias en ligne. Donc je suis dans la théorie et la pratique. C'est ça. La pratique avec le Faso.net m'a servi d'élément de contextualisation, d'illustration des recherches théoriques que je faisais, et les recherches théoriques que je fais permettent d'avoir des éléments pour améliorer de façon continue le format du Faso.net. Quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les innovations qui marchent, quelles sont les innovations à venir qu'il faut surveiller. C'est un peu la chance d'être un peu au carrefour de la théorie et de la pratique, et qui permet en fait d'avoir des éléments pour maintenir le site. Je pense que la spécificité du Faso.net, c'est un peu ça. Donc, c'est d'avoir des professionnels qui travaillent, des journalistes professionnels, mais aussi des professionnels de la recherche qui sont au quotidien, au courant de ce qui se fait comme standard, comme bonne pratique dans le secteur des médias en ligne, et donc pour pouvoir implémenter les innovations qui vous permettent d'être en phase avec l'évolution et de répondre aux besoins des consommateurs.
C'est un peu sa spécificité. D'accord, on entre un peu dans le fond du sujet. Aujourd'hui, comment se porte la liberté de presse et d'expression dans un contexte non seulement de transition politique où la priorité demeure la sécurité, et aussi un contexte dans lequel où les réseaux sociaux se positionnent comme un vecteur très rapide de l'information? Il y a peut-être deux notions ou deux aspects. Il y a l'arrivée du public dans le champ de la production et de la diffusion de l'information avec la communication numérique. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont ceci de spécifique qu'ils permettent aux citoyens ordinaires de produire, de diffuser l'information. Il y a ce qu'on appelle la désintermédiation, le fait que les citoyens ne sont plus obligés de passer par les médias professionnels pour informer, pour s'informer. Donc ça brouille un peu la façon de fonctionner, ça remet en cause le paradigme qu'on a utilisé jusqu'ici, donc le modèle de fonctionnement. À cela s'ajoute la crise sécuritaire et avec humanitaire aussi que vous connaissez, qui font croire à des changements fondamentaux en matière de liberté de presse. Ce que, comme professionnels de médias, nous percevons, nous vivons au quotidien, c'est les nouvelles conditions de travail qu'on veut imposer. Si on s'en tient à la notion de liberté de presse, on veut faire croire que les médias ne peuvent plus fonctionner comme avant. On entend parler même de journalisme hors sol ou je ne sais pas, et d'autres concepts qu'il faut savoir exploiter avec prudence. Les médias sont le reflet de la société. Je crois que le premier juge des médias, c'est son public, mais son vrai public. Il faut en tenir compte. En matière de liberté d'expression, ce qu'on voit, c'est un peu le harcèlement dont les professionnels des médias sont l'objet aujourd'hui d'un certain public qui veut leur imposer une façon de faire, de travailler, de rendre compte de ce qui se passe. Et ceci, peut-être en écho au pouvoir public qui ont laissé croire que on ne peut qu'informer que dans un sens aujourd'hui. C'est un peu dommage, à mon avis, de restreindre la liberté de manœuvre des médias. Moi, je le répète souvent, le journalisme a des règles qui ont survécu à beaucoup de crises. Ça n'a pas commencé chez nous. Il y a eu des crises ailleurs où le respect des règles professionnelles, traditionnelles, ont permis de faire correctement le travail. Mais malheureusement, on assiste à une restriction des libertés de presse, de la presse aujourd'hui, en termes d'accès à l'information, en termes de liberté d'analyse, de commentaires. Je crois que tout le monde, en tant que Burkinabé, en tant qu'adulte, nous sommes tous conscients des enjeux du climat sécuritaire que nous vivons, et je ne crois pas qu'il y ait des irresponsables qui réellement font, j'allais dire, la politique des terroristes. Souvent, moi, je demande, est-ce qu'on a des exemples de dérapage graves commis par les journalistes qui peuvent servir à illustrer? Quand on entend dire il y a des lignes rouges, où est-ce que ces lignes-là sont? D'accord? Il faut nous les montrer pour qu'on sache. Et ça, c'est une question. On n'a pas défini des règles claires qui peuvent vous dire oubliez ce que vous avez appris à l'école, fonctionner de telle manière. On nous dit il ne faut pas fonctionner comme vous le faisiez avant, mais on ne dit pas comment il faut fonctionner. Ok, pas plus tard qu'en fin de semaine, le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel, il affirmait qu'il n'y a pas de liberté dans un pays qui n'est pas libre. Mais si on reconnaît que le pays n'est pas libre, on en prend compte. D'accord? Donc, ça veut dire déjà qu'on reconnaît que nous sommes dans un pays qui n'est pas libre. D'accord? Et il n'y a pas de liberté. Il faudrait que ça soit valable pour tout le monde. Il y a des gens qui ont la liberté aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent dans ce pays, de contrôler d'autres citoyens sans aucun mandat. N'est-ce pas une liberté excessive? Et c'est aux professionnels qui ont des règles établies, qui les respectent,
qu'on voudrait priver de cette liberté-là. Il y a peut-être 2 poids 2 mesures. Sinon, en tant que professionnel de l'information, est-ce qu'on a déjà vu un journaliste se faire, j'allais dire, la caisse de résonance des terroristes? Ça, je n'en connais pas. On nous dit de reprendre, c'est-à-dire le discours officiel. Nous ne faisons que ça. Qu'est-ce qu'on reproche donc aux médias dans la couverture de l'actualité? Prenez le cas du Niger. Moi, je me rappelle en tout cas avoir entendu un commentaire, l'un des premiers commentaires du ministre de la Communication sur la crise au Niger semblait dire que ce n'était pas... il faut laisser le Niger gérer ses problèmes, ce n'était pas notre problème. D'accord? Mais c'est par la suite qu'il y a eu ces changements pour, par exemple, interdire à votre confrère, reprocher à votre confrère d'avoir donné la parole à un représentant du pouvoir déchu. Mais si on s'en tient à cette logique, je crois que l'une des premières interviews d'Ibrahim Traoré, qui n'était pas encore véritablement installé comme chef de l'État, c'était à Omega. Lors de la crise, c'est la première radio sur laquelle il est intervenu. Il faut quand même avoir connaissance de ce passé-là aussi. Donc les médias font leur travail d'information. Donc le public, si on estime que le public sait ce qui est bon, il sait aussi ce qui est juste et il sait apprécier. Il faut en tenir compte. Les médias, c'est vrai, ils doivent tenir compte de ce que leur public veut, mais il faut laisser le public réellement s'exprimer pour qu'on sache quel est le vrai public, qu'est-ce qu'il veut. D'accord. Et on rappelle juste à nos auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM que le docteur Cyriaque Paré est notre convoqué à la barre du tribunal. Allez-y, la parole au juge Baha. Oui. Quand on écoute, vous le disiez tout à l'heure, hein, même les autorités ne cachent pas, le président en tête, il dit très souvent que, on a quelquefois des sorties qui sont de nature à démobiliser les troupes qui sont sur le théâtre des opérations. Cela ressort très souvent, même quand on a les émissions, par exemple, à intervention directe, les émissions ouvertes, les critiques qui sont formulées à l'endroit des journalistes, souvent, c'est de ne pas tenir compte du contexte qui est assez sensible et de donner dans la critique à tout va, alors que ce n'est pas le moment, il faut se rassembler, il faut un discours qui soit rassembleur. À cela, vous répondez quoi? À cela, je réponds que ce serait dommage d'installer une certaine logique de pensée unique. Il y a des lois qui permettent de sanctionner les médias qui enfreignent leurs règles de fonctionnement. Critiquer, ce n'est pas forcément mauvais. Je crois que c'est de la critique constructive. Si elle est négative, je crois que le public s'en rendra compte. Les journalistes qui critiquent, je crois qu'ils ont des éléments d'illustration qui permettent donc de comprendre si ce qu'ils disent est vérifié ou pas. Si ce n'est pas vérifié, personne ne les prendra au sérieux. C'est eux-mêmes qui se discréditent en faisant des critiques sans fondement. D'accord? On dit que tout ce qui est excessif est insignifiant. Si réellement ce qu'ils disent n'a pas de fondement, le public est assez mûr pour le savoir. Quand on parle de démoraliser les troupes, par exemple, je ne crois pas que les troupes qui sont au front passent leur temps sur les réseaux sociaux pour savoir comment on apprécie ce que nous faisons. Et même si c'était le cas, il y a un changement qui est fondamental qu'il ne faut pas oublier avec l'avènement des réseaux sociaux. J'ai parlé de la désintermédiation. Le fait que les médias ne sont pas aujourd'hui la seule source d'information du public. On peut interdire aux médias de parler de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aux 4 coins du Burkina ou même ailleurs, les gens sont au courant. Parce que la plupart des citoyens aujourd'hui ont des portables intelligents qui leur permettent de collecter l'information, de diffuser l'information. Ce n'est pas parce que l'information n'est pas passée par la voie officielle qu'elle n'existe pas, que les gens ne sont pas au courant. D'accord? Ça, c'est une donne dont il faut tenir compte. Sinon, on en arrive à discréditer et les médias professionnels et les sources professionnelles. Parce que on peut ne pas le dire à la radio, à la télé ou dans les médias en ligne, mais les gens sont au courant. Je crois que quotidiennement, vous comme moi, êtes interpellés par des citoyens qui vous demandent « Ah, il s'est passé ceci là-bas, est-ce que vous êtes au courant ?» Des fois, vous dites oui, on vous demande pourquoi vous n'en parlez pas. Vous n'avez pas de réponse. Moi, je prends un cas. Depuis 2 jours, par exemple, il y a des populations, je crois, de confession chrétienne
de la plaine de Débé dans le Sourou vers Niassan par exemple, qui ont été chassés de chez eux et qui sont arrivés à Dédougou. Je crois qu'ils sont hébergés à la paroisse entre-temps. Parce on les a chassés à cause de leur foi et qui ne serait plus compatible avec ce que veulent les maîtres des lieux aujourd'hui. Les médias officiels, les médias professionnels peuvent ne pas en parler, mais les gens sont au courant. Parce que ceux qui sont victimes ont des parents. Et vous connaissez comment l'information circule aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin, on discrédite pratiquement les voix officielles. Et on en arrive un peu à cette histoire que vous connaissez, le roi est nu, les habits neufs du roi, où le roi peut imposer au public de dire qu'il est bien habillé alors qu'il est nu. Mais tout le monde voit qu'il est nu. On se taira pour dire tout va bien, tout est beau, mais la réalité est là. Quand vous discutez avec les gens, peut-être en off, comme qui dirait, ils vont vous dire réellement la situation dans telle ou telle zone n'a pas réellement changé. Mais ça veut dire que les gens sont conscients de ce qui se passe. Vous avez beau leur dire au plan officiel, dans les médias officiels, dans les médias professionnels que tout va bien, mais ceux qui vivent la réalité au quotidien sur le terrain savent ce qui se passe. Voilà, vers chez nous, il y a eu des morts et ce sera, il n'y a pas très longtemps, on n'en parle pratiquement pas. C'est quand il y a des ripostes qu'on en parle. Mais les gens qui voient ça, quoi qu'il en soit, ils se posent des questions sur la crédibilité de l'information qu'on leur sert au quotidien. Ça, ce sont des choses, on n'a pas besoin de médias. Donc, il faut savoir que les médias professionnels ne sont plus la seule source d'information du public. On peut faire taire, on peut censurer les médias professionnels, mais le public est au courant. Et il faut justement craindre, j'allais dire, ce syndrome du roi nu, que tout le monde voit nu, mais dont personne ne veut parler. À la fin, il y aura des enfants qui vont crier en disant le roi nu. C'est à ce moment qu'on reconnaîtra, il y a tel ou tel problème. Peut-être que ça sera un peu tard. Alors que les médias sont là pour alerter sur ce qui ne va pas. Et quand on tient compte de ce qu'ils disent, ça permet de redresser la barre. C'est ça le rôle des médias dans la société. C'est de servir l'intérêt public, c'est de dire la vérité, c'est aussi d'attirer l'attention sur ce qui ne va pas pour qu'on puisse corriger. Ce n'est pas pour nuire à quelqu'un comme on dit. Peut-être ceux qui réellement nuisent, c'est ceux qui vous voient partir dans le décor et qui ne vous disent rien par peur, par lâcheté, peut-être même parce que ce sont vos pires ennemis. Voilà. Regardez un peu ce qui s'est passé avec les régimes précédents. Des fois, discuter avec ceux qui ont été renversés. Vous leur dites, oui, pourquoi on vous disait qu'il y avait tel problème, vous ne vouliez pas reconnaître. Et ils vous disent, mon frère, tu sais, c'était pas facile, on n'avait pas le choix. Mais c'est des explications après coup qui ne résolvent rien. Si on avait écouté et qu'on avait pris les mesures idoines qui sont, on aurait résolu le problème. Aucun journaliste n'a intérêt à ce que cette guerre dure sans fin. D'accord. Réaction, juge Bougman. Oui, justement, vous avez dit que les médias ne sont plus les seules sources d'information. Il y en a d'autres. Donc, effectivement, il y a cette régulation qui est proposée également dans ce secteur-là. À la relecture du code pénal, déjà des dispositions avaient été intégrées pour prendre en compte les réseaux sociaux. Alors, maintenant, avec ce qui est également engagé au niveau du Conseil supérieur de la communication, c'est un rôle maintenant qui lui sera d'ailleurs dévolu. Alors, quelle observation faites-vous comparativement aux autres pays? Ce n'est pas mauvais en tant que tel qu'on régule les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier que c'est déjà fait. Parce que vous l'avez signalé, les modifications, les révisions du code pénal en 2018 avaient déjà pris en compte ces préoccupations. Il y a des lois aujourd'hui qui punissent les infractions sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas la loi qui manque. Mais ici on confie ce rôle-là au CSC. Au CSC, c'est peut-être ça qui change. Mais est-ce que le CSC a aujourd'hui les moyens de faire ce travail? Quand vous lisez le document et quand vous écoutez les explications des techniciens du CSC, ils vous disent qu'eux-mêmes, ils ne savent pas véritablement comment va se faire ce travail de régulation des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que c'est plus une mesure politique qui a été prise en attendant d'avoir des éléments techniques pour sa mise en œuvre. On va créer un boulot supplémentaire sans forcément donner les moyens pour le faire. Déjà, la régulation des médias professionnels, comment ça se fait?
voilà, c'est un travail qui est à revoir, ne serait-ce que le monitoring. Quand moi je parle, ne serait-ce que du répertoire des médias en ligne qui existe, je sais que nos amis du CSC ne sont pas d'accord avec moi, mais allez sur le site du CSC, regardez quels sont les médias en ligne officiellement reconnus. Il y a une bonne partie des médias sur la liste qui n'existe plus. Ça, c'est un simple travail de mise à jour d'une liste qui ne demande rien d'exceptionnel, qu'on n'arrive pas à faire, avec pour conséquence d'induire en erreur ceux qui travaillent sur ces sujets-là. Vous cliquez sur certains liens, le nom de domaine est en vente depuis une dizaine d'années. Et on nous dit que ce sont ces médias qui sont les médias officiellement reconnus au Burkina Faso. Ça, c'est un travail de régulation qui doit se faire. Regardez déjà le nombre de professionnels parfois qu'on a, je ne dirais pas de professionnels, d'acteurs qu'on a dans le secteur des médias en ligne. Il y a pratiquement pas de contrôle. Alors que la régulation pourrait déjà servir à assainir le secteur en fonction des lois qui existent déjà. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer un média en ligne. On ne contrôle pas. Pour acheter une arme, on demande une enquête de moralité. Pour créer un média, il n'y a pas ce travail. Alors que parfois, on dit qu'un média est plus nocif qu'une arme. D'accord? Si fait que dans le secteur des médias en ligne, on a parfois tous les profils. Et souvent tous les profils et parfois du n'importe quoi. Donc, la régulation, ce serait déjà de bien réguler, d'assainir le secteur des médias professionnels. Pour les réseaux sociaux, on a environ 3 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux au Burkina aujourd'hui. De Facebook, près de 3 millions. Ceux qui ont 5000 suiveurs, followers par exemple, sont des centaines de milliers. Quels moyens on a pour réguler le contenu de ce qu'ils publient? Puisqu'on veut les considérer comme des médias, même si on ne veut pas leur donner la carte de presse, on veut dire que ce qui est publié sur ces réseaux-là doit être contrôlé. Comment on va le faire? L'exemple, ce serait déjà, le bon exemple, ce serait déjà d'assurer une bonne régulation de ce qui se fait avec les moyens qui existent. Ces derniers jours, les discours de haine auxquels on a assisté, des gens qui se filment avec des machettes, qui menacent d'autres citoyens, qui diffusent sur Facebook, sur d'autres plateformes numériques, des discours que tout le monde reconnaît comme des discours de haine, qui tombent sous le coup de la loi, mais parfois en toute impunité. La régulation, ce serait déjà d'appliquer les lois qui existent et qui permettent d'interpeller ces gens-là, de les juger, de les condamner. On est en train de glisser doucement vers des situations très dangereuses pour notre pays, pour notre société. Peut-être que ça sera trop tard quand on aura su exactement ce qu'on fait comme régulation des réseaux sociaux et comme moyen on donne au CSC pour le faire. Puisque déjà les dérives auxquelles on assiste peuvent être punies au terme des lois qui existent. On ne le fait pas. On ne le fait pas et on ajoute du boulot, on élargit le champ, mais finalement c'est pour chercher quoi? Moi je ne vois pas l'intérêt. C'est bien en tant que tel. Ça va permettre d'assainir l'espace numérique. Mais il faudrait commencer les petits pas qui veulent qu'on arrive à réguler efficacement les dérives qui existent déjà avec les lois, avec les instruments juridiques qui existent et qui sont clairs, qui sont efficaces, pour peu qu'on les mette en œuvre. Si on n'arrive pas à faire ça, avec, je ne sais pas, si on arrondit 500 médias au maximum, qu'on n'arrive pas à réguler de façon efficace, est-ce que c'est avec des centaines de milliers de réseaux sociaux en plus qu'on arrivera à le faire? Il ne faut pas que ça soit une mesure qui est mornée parce que c'est de la dissuasion où on vise des personnes particulières, alors que la loi doit être impersonnelle. Il y a ce travail de régulation, mais il y a aussi ce devoir des médias. Oui. Et on se souvient qu'il y a quelques mois, vous avez dit à l'une de nos émissions, notamment la tribune des éditos, être réduit à publier uniquement des communiqués de presse et du terrorisme éditorial. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que sa situation a changé? Depuis lors, je crois que les activités de la présidente du Faso, c'est essentiellement des communiqués de presse, des comptes, des ressources, comme ils disent, des comptes rendus qui sont envoyés aux médias, qui les publient. Et des fois, vous voyez dans les médias exactement le même article avec le même titre. Les gens ne se donnent même pas la peine ou hésitent à modifier, à adapter et autres. Voilà.
Ça ne rend pas service. Je crois que la liberté de la presse, c'est aussi le pluralisme éditorial qui veut qu'il y ait beaucoup de sujets qui sont abordés dans les médias. Mais si on les réduit à publier les mêmes choses, ça veut dire que c'est lassant, ça n'a aucun intérêt. Et ça contribue encore plus à amener les citoyens à se détourner des sources professionnelles et officielles. Regardez aujourd'hui, Ibrahima Maïga et Henri Sebgo doivent être, j'allais dire, les personnes les plus suivies. On se lève le matin, on va voir ce que Ibrahima Maïga a dit, ce que Henri Sebgo a dit. Avant de se coucher, c'est pratiquement là où on va pour savoir ce qui se passe dans le pays. Est-ce que ce n'est pas malheureux pour des médias professionnels? D'accord? On les discrédite, on discrédite les canaux officiels de communication. D'accord? Les gens vont d'abord voir sur ces plateformes-là ce qui se passe. Et c'est dommage, alors que les professionnels, c'est les médias professionnels qui ont appris à collecter, à traiter l'information, qui devraient être les sources vers lesquelles les citoyens se tournent pour savoir ce qui se passe dans leur communauté, dans leur société. S'il y a des dérives, on les punit. La loi est claire et la loi donne suffisamment d'instruments pour punir ceux qui commettent des erreurs dans leur façon de travailler. Aujourd'hui, la censure telle qu'on veut la pratiquer, je le répète, n'est pas efficace. On disait qu'avant, pour censurer, c'était par le manque. Aujourd'hui, pour censurer efficacement, c'est par l'excès. Plus on démultiplie une information, moins on attire l'attention des gens et on peut dire ce qu'on veut. Mais quand vous créez le manque, les gens vont aller s'informer ailleurs. Et comme vous le savez, en période de crise, l'une des préoccupations du citoyen, c'est de savoir ce qui se passe. Si le citoyen a la conviction que ce que les sources officielles lui disent n'est pas la vérité ou n'est pas toute la vérité, il va aller s'informer ailleurs. Vous pouvez faire l'enquête auprès des citoyens, vous allez voir que les médias professionnels ne sont pas leur seule source ou leur source principale d'information. Ce qui se passe au Sourou, à Fadan Gourma, par exemple, les gens sont au courant. Même s'ils n'osent pas en parler face à des micros, mais ils sont au courant, ils savent ce qui se passe. D'accord, le juge va avoir envie de réagir. Oui, c'est à la fois un commentaire mais une question à la fin. Vous évoquez d'autres personnes qu'on a sur les réseaux sociaux qui sont très suivies. Aujourd'hui, en tout cas, avec le numérique, le journaliste perd le monopole de l'information. Oui. Et ça, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on est honnête avec nous-mêmes? Je parle des autorités de façon générale. Je ne parle pas du régime forcément d'aujourd'hui. C'est de façon successive, depuis même Rocabouré jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on est honnête avec nous-mêmes? Je le dis. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, malgré qu'on ait eu ce qui a été changé et apporté au code pénal sur la question du traitement de l'information sécuritaire, il y en a qui sont passés maîtres d'en donner l'information sur le théâtre des opérations. D'où ils les tiennent quelquefois, on ne sait pas, mais c'est souvent des informations de première main. Et c'est comme ça même qu'ils ont construit une notoriété et pour lesquelles, en fait, les gens se réveillent, comme vous dites, et dorment en allant voir leur profil. Mais ils ne sont pas inquiétés. Et les mêmes personnes continuent. Donner leur point de vue ou leur vision sur un certain nombre d'éléments qui sont très loin des obligations que le journaliste a. Mais c'est ces personnes-là aujourd'hui qui ont l'information de première main, qui sont très suivis et on rappelle aux journalistes que vous dépassez bien que vous n'accompagnez pas assez. Est-ce qu'il y a de l'honnêteté quand on regarde des autorités vis-à-vis des journalistes qui eux-mêmes continuent, puis pas des journalistes burkinabés, qui continuent de rester professionnels quand on regarde tout ça? On peut se poser la question. Moi, je me la posais et j'ai eu l'occasion de la poser au président Traoré au lendemain du push, la première rencontre que nous avons eue avec lui en tant que promoteur des médias. Je me suis justement inquiété si quand on reproche aux médias de démoraliser la troupe ou de diffuser, j'allais dire, un peu du n'importe quoi, est-ce qu'on ne confond pas les médias professionnels avec les réseaux sociaux amateurs? Il m'a rassuré que non, ce n'était pas le cas, c'était les médias professionnels. Mais la question qui m'est venue, c'est que si on parle de ce qui se passe, qu'on diffuse des informations parfois sensibles, les journalistes ne sont pas sur le terrain. Si réellement c'est à eux qu'on fait le reproche, les journalistes ne sont pas sur le terrain. Ce sont les soldats qui prennent ces images-là, qui les envoient.
à des activistes, si on veut dire, comme on les appelle, pour diffuser. Donc, s'il y a de la régulation à faire, c'est d'abord au niveau de ceux qui sont sur le terrain. Je crois qu'il a reconnu qu'il ferait le travail à ce niveau-là. Je crois que ça a été fait, ça a diminué un peu donc, la diffusion de ces informations sensibles. Mais il n'en demeure pas moins que ce qu'on voit sur ces espaces, c'est moins dans les médias professionnels que sur ces espaces qui sont contrôlés par des acteurs qui sont utilisés, manipulés par, j'allais dire, des groupes d'intérêt qui sont parfois au sein du pouvoir ou à côté en tout cas. Sinon, autrement, je ne sais pas comment ils peuvent avoir accès à ce genre d'informations. C'est ça aussi qui, quelque part, discrédite les médias professionnels. Puisque l'information chaude, les scoops et autres, tout ça, ça vient d'ailleurs. Et des fois, les médias n'ont même pas la possibilité d'enquêter pour compléter, contextualiser et autres, ce qui leur donnait une plus-value par rapport au travail de ces amateurs-là. Donc, le problème est là. Donc, il faut savoir à qui reprocher les fautes qui existent. Les médias font leur travail de façon professionnelle. L'information confidentielle qui sort, ce n'est pas dans les médias. On connaît ce qui les diffuse et on connaît parfois les amitiés, les complicités dont ils se réclament. Donc on devrait chercher de ce côté-là. D'accord. Oui, allez-y. Je me rappelle aussi, moi j'ai assisté à la plupart des échanges avec le président en tout cas, que ce soit avec Ibrahim Traoré lorsqu'il voulait rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, le président lorsqu'il voulait rencontrer les journalistes, ou bien même l'ancien président Damiba. Oui. Participé à la plupart des rencontres. Vous disiez, je ne sais plus si c'était sous Damiba ou vous disiez, les deux. Voilà, vous posiez une question, vous vouliez qu'on vous accompagne. Oui. Mais au moins, pourquoi vous ne nous dites pas où on va et puis comment vous voulez être accompagné? Oui. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Voilà, je disais ici qu'ils veulent qu'on les accompagne, ils nous interdisent de les suivre, ce qui n'est pas possible. Voilà, si vous nous autorisez, vous interdisez aux médias d'approcher les sources officielles pour demander des explications, des informations. Vous vous contentez de leur envoyer du prêt à diffuser. Oui, qu'est-ce qu'il peut faire de plus en plus quand même, il faut reconnaître que nos rédactions sont contactées. Moi, je me rappelle d'une mission, je pense, sur laquelle on était en train de travailler pour suivre. Bon, on ne peut pas tout dire aussi sur le plateau, c'est important, pour pouvoir suivre en tout cas certains éléments sur le terrain. Et ça, c'est des éléments de plus en plus qu'on a. C'est des choses que certaines rédactions avaient nous avons demandé, mais ça s'ouvre un peu. Oui, ça s'ouvre. Il faut le reconnaître. On a même vu la reprise des points de presse du gouvernement. Mais ce qui était intéressant quand même, mais vous avez des pays où le porte-parole s'adresse au quotidien, aux médias. C'est vrai, on ne peut pas imposer le rythme de la communication au gouvernement. C'est lui qui en décide. Mais quand on revient aux pratiques précédentes, où les médias avaient la possibilité, après les conseils des ministres, de venir poser des questions sur les points qui ont été abordés. C'est un plus. Mais là, c'est le service de communication de la présidence ou du Premier ministère qui traite et qui envoie les éléments que tout le monde diffuse. Est-ce qu'il n'y a pas cette option aussi pour les autorités de donner uniquement la part belle aux médias publics? Mais ça, bon, peut-être un peu oui, puisqu'il y a des informations, c'est la RTB, c'est la télévision publique, c'est l'AIB par exemple qui les diffuse. Pour l'AIB, c'est pas mauvaise, elle est censée être la grossiste, mais c'est la télé, alors que aujourd'hui, la réalité aussi, c'est que les médias publics représentent la part infime du secteur des médias. C'est plus le privé, en termes de nombre aujourd'hui, qui est l'essentiel des médias. Donc, privé ce public-là d'accès à l'information, quelque part, ça pose problème à mon avis. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut ouvrir, il faut laisser les professionnels travailler et il faut les sanctionner de façon claire selon les règles établies. D'accord? Il y a des lois qui permettent de sanctionner les médias qui ne fonctionnent pas correctement. Donc, il faut appliquer les lois. Comme ça, chacun saura ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand on reste dans une certaine confusion, on dit qu'il y a des lignes rouges, sans montrer où sont ces lignes rouges. Mais au temps de Simon Compaoré, il avait c'est depuis cette époque qu'on a commencé à parler des lignes rouges. À ma connaissance, ils avaient dit, à partir, je crois que c'était le rond-point des Nations Unies, qu'il ne fallait pas franchir. Donc on connaissait la ligne rouge.
D'accord? S'il y a des lignes rouges, qu'on nous les montre. Réaction, juge Boukma. Oui, justement, c'est ça aussi. Vous avez été directeur de la communication au niveau de la primature. Oui. Donc, la primature a un directeur de la communication, la présidence en a, les différents ministères en ont. Effectivement, la problématique ici, c'est l'accompagnement voulu, c'est on accompagne sur quoi? Est-ce forcément le fait d'envoyer quelques reporters aller suivre les troupes revenir, alors que la communication gouvernementale n'est pas que sécuritaire? Il y a les autres pans du développement du Burkina également qu'il faut pouvoir suivre. Voilà. Dans ce sens-là, comment est-ce que ça peut se construire? Sans que, si par exemple les différents directeurs dont j'ai parlé sortent leur stratégie, plan de communication pour exécuter, naturellement ils auront besoin des médias. Est-ce que finalement les médias ne vont pas devenir la caisse à résonance, ce qui n'est pas souhaité également? Les médias, si ça peut être utile à la réussite de la politique en cours, ce n'est pas mauvais. Mais je crois que le grand souci, c'est de pouvoir diversifier les sujets à traiter et pouvoir en parler avec une certaine marge de manœuvre. Ne pas réduire les médias à ne parler que de l'activité officielle. C'est vrai que ça nous réduit parfois à parler, je ne sais pas, de la vendeuse de galettes. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Ça fait partie aussi de la société. Mais le problème, c'est que les principales questions que les citoyens se posent aujourd'hui ont trait à la sécurité. Voilà, aux conditions, à la crise humanitaire. Les médias sont censés répondre à leurs angoisses, à leurs questions. Donc il faut les laisser faire ce travail-là pour répondre. Voilà. Allez, je vais. Oui, mais quand on regarde ça aujourd'hui, il y a beaucoup qui commencent à faire la promotion de, on dit le journalisme de solution. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à ce qui est positif. Oui. Il faut, dans la plupart des sujets, voir plutôt là où on a voilà, des efforts qui sont faits, ou voilà, là où ça bouscule. Vous le comprenez comment? C'est très bien. Mais si vous regardez les médias, regardez sur le faso.net, en plus de la rubrique politique ou sécuritaire, il y a plein d'autres rubriques. On fait des portraits des gens qui ont réussi, qui ont fait qui ont réalisé quelque chose d'exceptionnel dans la société. On parle de tourisme, on parle de la femme, de l'enfant, nous parlons du développement du numérique et beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas que liés à la question sécuritaire. C'est pour dire que les médias n'ont pas attendu cette crise-là pour diversifier leur contenu. Mais il y a le fait qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe principalement les citoyens, c'est cette question-là. Et il faut donner aux médias la possibilité de donner des réponses aux citoyens. Voilà, les gens veulent savoir, il y a des gens qui veulent savoir ce qui se passe dans le Nayala aujourd'hui. Ils ont des parents, ils ne peuvent pas aller au village depuis pratiquement 2 ans. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Je vous parlais tout à l'heure des populations chrétiennes qui ont été refoulées de la plaine du Sourou, par exemple. Mais ils ont des parents qui sont ici, ils ont des parents ailleurs, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils deviennent. Mais certains vous diront, mais qu'est-ce qui empêche le journaliste d'y aller? Mais puisque, regardez, lisez la loi. Lisez la loi de 2009, par exemple le code pénal sur les conditions d'accès à certains terrains. Ici. Voilà. Et des fois quand on en parle, ça crée, on vous en veut. Et parfois c'est ce qui, peut-être de façon explicite, fait dire qu'il y a des choses dont on ne devrait pas parler. Il y a parfois, j'allais dire presque quotidiennement, des mots dont on ne peut pas parler tant que le gouvernement n'en a pas parlé. Et c'est un peu ce qu'on veut imposer comme loi. Si on n'a pas dit qu'il y a mort, on ne doit pas dire qu'il y en a. Ça aussi c'est un problème. Alors que ces victimes-là ont des parents qui doivent ressentir cela comme un manque de compassion et qui par la suite vont se défier de ce que vous dites puisque vous n'avez pas parlé de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils vivent. C'est assez pratique. Juge Boukma. D'accord. Effectivement, c'est assez pratique, comme vous le dites. Mais maintenant, par rapport à, comment on appelle ça, à la crise sécuritaire, c'est vrai, la part belle, ce sont les médias
d'État, bon, la presse publique et tout. Mais là aussi, les images sont apportées. On a l'impression que ce ne sont pas les reporters de ces médias. Bon, de plus en plus maintenant, mais avant, c'est quelqu'un qui filme, qui vous envoie tout le support. Voilà. Donc moi, ma question, ça rejoint toujours ce que j'avais dit. Est-ce que ça participe de l'accompagnement en fonction du plan qui a été établi? Vous avez dit que c'est pas mauvais. Encore faut-il qu'on sache quoi faire. Alors, vous êtes patron de médias. Est-ce que par moment, vous avez été approché pour dire, bon, on a besoin d'accompagnement concrètement sur cette ligne? Non, je ne vois pas. Pas particulièrement. Je ne sais pas s'il y a des rédactions qui ont été interpellées. Non, comme il y a des interpellations à longueur de journée que les médias refusent d'accompagner, c'est comme s'il y a eu une approche qui a été rejetée. Non, c'est pourquoi je dis qu'on veut bien accompagner pour peu qu'on nous laisse les suivre. Si vous refusez, vous interdisez aux médias de vous suivre, de vous approcher, de vous poser des questions pour avoir des réponses, mais c'est vous qui décidez de ce que vous voulez leur donner comme information. On ne peut pas venir se plaindre après qu'on ne les accompagne pas. Les communiqués de presse de la présidence, est-ce qu'il y a des médias qui ne les reprennent pas? Si notre travail devrait s'en tenir à faire écho de ce que dit le gouvernement, je crois qu'on ne peut pas nous faire des reproches, puisqu'on ne fait que ça. Voilà. C'est un peu ça le problème. On ne nous laisse pas faire autre chose, et je pense qu'on peut utiliser autrement, plus efficacement, les médias qui sont conciliants, qui ne demandent qu'à être utiles pour peu qu'on leur dise réellement ce qu'il faut faire. Pour le moment, ce qu'on nous demande de faire, c'est de reprendre les communiqués de la présidence. C'est ce que nous faisons. On nous dit de ne pas parler de ce dont la voix officielle n'a pas encore parlé. Mais dans l'essentiel, c'est ce que nous faisons aussi. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse de plus? Est-ce que la vulgarisation de l'éducation aux médias ne pourrait pas s'afficher comme une solution? Absolument, c'est une des solutions. Moi, je trouve que c'est même la meilleure solution par rapport à la loi. Je suis partisan de cela. Je suis engagé dans des programmes d'éducation aux médias, au numérique, dans des établissements, pour réellement permettre à la population d'avoir le minimum pour distinguer le vrai du faux, pour savoir consommer l'information médiatique, l'information tout court, dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Parce que les gens ne savent pas comment les médias fonctionnent. Il faut plus de dialogue entre les médias et leur public pour leur expliquer leur fonctionnement. Quand vous voyez des lecteurs qui vous insultent, et ça c'est quotidien, sur ce que vous avez fait, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas compris comment vous fonctionnez. Il y a des règles de fonctionnement, et quand vous leur expliquez, ils vous disent « Ah, je ne savais pas que c'était comme ça ». Les médias font leur travail, que le public ne comprend pas toujours. Il faut expliquer. Ensuite, il faut expliquer au public comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne l'espace numérique, puisque le public a la possibilité de diffuser, de collecter, de diffuser. Mais il y a une étape essentielle que les journalistes respectent, qui est le traitement. C'est ça qui fait la différence entre, j'allais dire, les données brutes et l'information. Quand on dit information, il y a mise en forme dedans. D'accord? C'est de l'information qu'on a mise en forme, qu'on a traitée, qu'on a recoupée. Mais le public qui a la possibilité de collecter, de diffuser, mais qui n'a pas été formé à ce traitement, saute cette étape. Et la conséquence, c'est que nous sommes envahis de fausses informations. Il y a les fake news, donc il y a la désinformation, mais il y a aussi ce qu'on appelle la malinformation, d'accord, ou la mésinformation, parce qu'on peut diffuser de bonne foi de la mauvaise information, parce qu'on n'a pas été formé pour la corriger. Donc il y a un minimum qu'il faut apprendre au public, il y a un minimum qu'il faut laisser les médias faire en termes d'accompagnement. Nous sommes disponibles pour le faire, pour peu qu'on sache ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas aller dans tel sens sans nous dire ce qu'il y a là-bas, ou bien ou même dire que vous pouvez pas. C'est même pas on vous dit vous ne pouvez pas aller partout, mais on ne vous dit pas où il ne faut pas aller précisément. Voilà, c'est comme il revient sur les lignes rouges qu'on n'a pas encore définies. C'est quoi la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir? Si c'est donner la parole aux terroristes, personne ne le fait. Parce qu'il faut le répéter. En matière de journalisme, on dit il faut équilibrer l'information. Équilibrer l'information, c'est quoi? C'est donner la parole à tous les protagonistes, à tous ceux qui sont impliqués
dans un dossier, dans un sujet. C'est pour dire que avec les attaques, on devrait pouvoir donner la parole aux auteurs de ces attaques avant de pouvoir en parler. Mais ça, personne ne le fait. Ça ne viendra à l'idée des personnes de recouper l'information. On va dire oui, il y a eu des attaques à Déhou, on a tué tant de personnes. Est-ce que les gens cherchent à avoir le bilan des terroristes? Des fois, on l'a, puisqu'ils le publient. Mais on n'en parle pas. Donc ça veut dire qu'on sait ne pas franchir les lignes qu'il ne faut pas franchir. Mais quand on nous dit qu'il y a d'autres lignes rouges qu'on ne voit pas, il faut nous les montrer. Il faut donc les situer. Point final pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions à la barre le docteur Cyriaque Paré, chercheur en sciences de l'information et de la communication et président de la Fédération des associations de professionnels de presse et auditeurs en ligne en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir répondu à notre convocation. Merci, juge Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Vaha, pour les clés de lecture apportées à cette audience. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.